Ouais, merci. Pour continuer dans cette lancée, avec ce mouvement du 23 juin qui constitue, si vous voulez, comme vous l'avez souligné, une rupture, je voudrais avoir juste votre lecture par rapport à la récente nomination d'un ministre des élections pour un pays qui est une république et qui est censé représenter toutes les couches politiques et sociales de ce pays. Comment comprenez-vous à 6 mois des élections présidentielles que l'on ait à nommer un ministre des élections? Vous savez, la grande force politique du président Wade, c'est la ruse. Il ne fait que ruser. Et il fait dans la diversion. Et la nomination... Vous savez, il a fait deux choses qui étaient extraordinaires. Disons, au moment des meetings du 23 juillet, quand il a organisé son meeting, au milieu du meeting, il a fait un aménagement du gouvernement. Ce qui est quand même incroyable, parce que ce n'est même pas le lieu pour le faire. Et c'est ça qui démontre que c'est un président qui joue, c'est un joueur, c'est comme un joueur de dames ou d'échecs. Et il fait des coups. Et même quand vous l'écoutez, vous le savez. Le projet de réforme de la Constitution, c'était un coup. Et si vous vous rappelez, il a dit, ils ne peuvent plus bouger l'opposition. Il n'a pas dit comme ça, mais je peux continuer. Je leur ai damé le pion. C'est toujours comme ça. L'idée de sortir Ousmane Ngom de l'organisation des élections, c'est un jeu, c'est une ruse. Parce qu'on ne peut pas sortir le ministre et le ministère de l'Intérieur des élections. Le ministre de l'Intérieur et le ministère de l'Intérieur sont chargés de l'organisation des élections. Et le problème, ce n'est pas le choix du ministre. Le problème, c'est de mettre en place les institutions, de choisir les hommes qui sont en charge de cela. Et la meilleure façon de le faire, c'est de le faire toujours de manière consensuelle. Ousmane Ngom peut être ministre de l'Intérieur, mais que les institutions et les hommes soient mis en place de telle sorte qu'il ne puisse pas y avoir de manipulation de l'administration des élections. Aujourd'hui, se réveiller comme ça et nommer quelqu'un, ça ne change rien, c'est encore un coup. Et ce que ça démontre, c'est que l'opposition a refusé, encore une fois. Qu'est-ce que cela veut dire choisir? S'il était réellement décidé à s'engager dans une démarche consensuelle, il aurait appelé l'opposition et aurait dit, ok, nous voudrions que discuter pour décider de quelle est la meilleure personne pour assurer des élections libres et transparentes. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas de toujours sortir, en fait, quelqu'un de son chapeau. Wade adore sortir des gens de son chapeau. Mais il doit savoir une chose. Après le 23 juin, c'est que ça ne marche plus. C'est ça. Aujourd'hui, son problème, c'est ça. C'est que ça ne marche plus. Et il faudrait qu'il en tire les conséquences au lieu de continuer à faire la même chose et à obtenir des résultats qui ne sont pas des bons résultats. Lorsqu'on regarde la classe politique dans son ensemble, et l'impression en tout cas que les Sénégalais ont, c'est qu'il y a un émiettement de l'opposition, et vous avez parlé de projet de refondation qui va au-delà même du politique. Est-ce que vous voyez dans la classe politique sénégalaise quelqu'un qui pourrait porter ce projet de refondation qui permettrait au Sénégal d'avoir cette alternative? Ou alors pensez-vous qu'il y a potentiellement des candidats qui pourraient porter ce projet qui tient à cœur tous les Sénégalais, en tout cas la majorité des Sénégalais? Vous savez, à la différence de beaucoup de Sénégalais, et je pense que c'est ça notre gros problème, c'est qu'on pense trop en termes d'individus, alors que les individus ne règlent pas les problèmes. Les individus nous amènent à des situations du type Wade. Des gens qui pensent qu'ils sont investis de tout, savent tout et peuvent tout faire, ce qui est complètement faux. Aujourd'hui, après 10 ans du pouvoir PDS, les 10 années de Wade
nous ont montré que ce qu'il faut à ce pays, c'est non seulement une refondation, mais une refondation totale. Je ne parle pas seulement du pouvoir en place, je parle aussi de l'opposition. L'opposition doit être refondée. Et probablement la plupart des leaders de l'opposition doivent prendre leur retraite. Il faut renouveler la classe politique sénégalaise et il faut la rajeunir. Les gens ne se rendent pas compte que 65% de la population sénégalaise a moins de 25 ans. Comment veut-on gérer ces gens-là quand on a le double de leur âge déjà? Et quand on ne comprend pas leurs problèmes. Ça veut dire aussi qu'on a plus de défis à relever qu'on ne croit. Et ces défis, il faut les relever dans un rapport qui est un rapport avec ces gens dont on doit régler les problèmes. Donc ce qu'il faudrait, et renouveler la classe politique, c'est dépasser des querelles de personnes qui sont en train de miner l'espace politique sénégalais depuis presque 25 ans. Donc il est indispensable aujourd'hui qu'il y ait d'autres forces, qu'il y ait d'autres voies, qu'il y ait d'autres manières de faire la politique. Parce que en fait, l'écart qui est aujourd'hui le gros problème, c'est l'écart entre une nouvelle conception, une nouvelle compréhension de la politique. Les gens qui sont le M23 fonctionnent différemment des politiciens. Comment amener ces deux forces à travailler ensemble, pas à fusionner, mais à travailler ensemble pour ouvrir l'espace politique, c'est aujourd'hui un défi. Et ce défi ne peut être porté que par une opposition qui est capable effectivement de dépasser certains intérêts, mais aussi une opposition qui est capable de se renouveler, d'être démocratique, de changer de leadership. Ça aussi c'est important. Parce que ça alimente le processus démocratique. Ça alimente la discussion démocratique. C'est à quoi on assiste, ce que vous appelez l'émiettement, c'est dramatique. Mais en même temps, c'est complètement dérisoire. Je vous dis aujourd'hui, n'importe quel individu, plein de gens de la diaspora, parce qu'on a un PhD, on retourne au Sénégal, on va être président. Mais c'est dramatique, parce que c'est d'une idiotie et d'une bêtise extraordinaire. Et c'est devenu en fait un terrain où tout le monde se réveille, parce que justement, il n'y a pas de limite. On n'a pas mis des limites pour dire aux gens, écoutez, il ne faut pas venir vous fatiguer. Et aujourd'hui, il est indispensable qu'on dise aux gens, ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas avoir une société où tout le monde veut être président de la République. Ça n'a pas de sens. D'autant plus qu'il y a énormément de gens qui ont été avec le président Wade et qui aujourd'hui, au bout de 10 ans, reviennent et disent on va être président. Mais ça ne va pas. C'est aujourd'hui ça le problème qu'on a. Le problème qu'on a aussi, c'est de dire aux gens la chose publique est une chose sérieuse. Ce n'est pas une aventure individuelle où les gens essaient de se faire. Ce n'est pas des gens qui sont programmés, comme dirait l'autre, pour être président de la République. On est président de la République pourquoi? Pour soi ou pour la communauté? C'est ça aujourd'hui le problème. Et réduire cet émiettement, c'est effectivement refonder la société sénégalaise et établir des règles précises qui font que les gens y penseraient à plusieurs fois avant de se dire qu'on va aller devenir président ou créer un parti politique ou quoi que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des partis politiques ont été créés pour pouvoir négocier avec le pouvoir et avoir accès aux ressources que le pouvoir propose. Et ce qu'on a appelé la transhumance, c'est précisément l'un des instruments permettant aux gens de pouvoir négocier avec le pouvoir. Là où je voulais en venir, professeur, je sais que vous avez développé beaucoup de choses, c'est surtout par rapport à ce projet de société dont on parle. Et je veux faire surtout référence aux assises nationales. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est devenu genre label que les gens peuvent prendre comme instrument juste pour se vendre. Comment aujourd'hui on peut amener
la classe politique, en tout cas tous les acteurs de ces assises nationales-là, à en faire quelque chose de concret. Pas seulement de dire oui, je fais partie des assises, donc votez pour moi, ou bien peut-être j'ai signé la charte de bonne gouvernance qui n'est pas seulement assez suffisant. Quelle lecture faites-vous vraiment de cette appropriation de ce projet de société que sont les assises nationales? Le problème, c'est qu'il y a des appropriations qui sont des appropriations très opportunistes de ces assises nationales. C'est pour ça que la phase qui aurait dû, mais maintenant c'est trop tard, la phase qui aurait dû suivre l'adoption de la charte de bonne gouvernance et des assises aurait dû être un débat sur la stratégie de mise en œuvre des décisions qui sont prises. Est-ce que la stratégie est une stratégie où les gens vont dire, les gens hors du pouvoir vont dire, on a un embryon de programme, on a une vision de l'avenir, on devrait se battre pour une transition. La transition durerait ça, et voilà le travail que cette transition devrait faire. Transition de 3 ans, une transition de 5 ans. Et relancer la machine politique. Ou en fait dire, ok, les gens vont, les différents acteurs politiques vont décider d'adopter ou non les décisions des assises et la charte de la gouvernance et vont faire campagne pour cela. Ça, c'était les deux possibilités. Malheureusement, ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui, on se trouve face à la deuxième alternance, à la deuxième situation où les gens vont dire on est pour cela, on fait campagne pour cela, etc., etc. Le problème, c'est comment s'assurer qu'une fois élus, ils appliquent les décisions. Mais c'est très simple. Dans la plupart des cas, disons, la seule manière de s'assurer que cela soit fait, c'est qu'il y ait effectivement une pression contenue, une pression de l'ensemble de la société. Et c'est ça qui est arrivé, si vous voulez, au moment de l'alternance. Au moment de l'alternance, quand Wade a été élu, si l'opposition, après certaines des décisions qui avaient été prises par le président, qui ont été des décisions qui annonçaient déjà, dans une certaine mesure, la dérive autoritaire et la dérive, disons, de la corruption. C'est-à-dire quand il a choisi Idriss Seck comme directeur de cabinet ministre d'État, c'est-à-dire en reconduisant, disons, le modèle Ousmane Tanordien, ce que, en fait, ses alliés auraient pu faire, c'est de dire, ok, on vous a soutenu, vous avez gagné les élections présidentielles. Aujourd'hui, nous ne sommes plus d'accord avec vous. On va se préparer pour les élections législatives et on va essayer d'avoir le nombre de députés. C'est comme ça que ça peut fonctionner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que les gens s'assurent. Et c'est pour ça que je disais qu'il était très très important de prêter une attention particulière à l'architecture institutionnelle et aux assemblées élues. Il faut trouver d'autres mécanismes pour élire les députés. Il faut réduire leur nombre d'abord et trouver d'autres mécanismes. Si on trouve d'autres mécanismes, ces mécanismes permettraient justement à la société elle-même de pouvoir décider des députés. Et ces députés auraient un mandat très précis. Et si ces députés ne suivent pas ce mandat, les gens auraient la possibilité effectivement de les sortir et de ne pas voter pour eux après. Donc c'est de cette seule manière, une représentation qui est une représentation directe des gens qui permettrait effectivement de s'assurer qu'on ne va pas encore se retrouver avec des dérives de type monarchique à la Wade. Parce que, vous savez, il y a des candidats, tout ce qui les intéresse, c'est avoir le même pouvoir que Wade a eu. C'est pas avoir un pouvoir limité légalement, mais c'est d'avoir un pouvoir qui leur permette de faire ce qu'ils veulent. Et c'est aujourd'hui cela